Un enjeu majeur pour les occupants. Conférence qui est organisée par le Club de l'amélioration de l'habitat et qui va être développée par le docteur Fabien Schinazi du Haut Conseil de la Santé publique et Arnaud Mathieu de Santé publique France. Quelques minutes et on démarre. Oui, nous allons démarrer dans quelques secondes. N'hésitez pas. Bien. Ok. Bien. Allez. Nous démarrons. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Je vois qu'il y a la qualité. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Grand merci. Voilà, une conférence qui porte sur le sujet de la santé au cœur du bâti, au cœur des logements, de l'habitat. Conférence qui est organisée par le Club de l'amélioration de l'habitat. Alors, qui est le Club de l'amélioration de l'habitat? C'est une structure associative importante et ancienne qui a été créée en 1992 et qui rassemble l'ensemble des acteurs de ce vaste secteur qui est celui de l'entretien, rénovation, amélioration de l'habitat français, du secteur résidentiel français. Donc c'est important, c'est 30 millions de résidences principales en France. C'est un marché en termes économiques qui est important, plus de 60 milliards d'euros. Notre doctrine, en quelque sorte, c'est mesurer, comprendre et agir pour dynamiser ce marché de l'amélioration de l'habitat, au sens très large, puisque ça peut porter sur des sujets aussi bien de l'amélioration de la performance énergétique que, bien sûr, le sujet de l'adaptation des logements au vieillissement de la population et d'une manière générale à la qualité de vie dans l'habitat. Donc nous portons une attention tout à fait particulière au sujet de la santé et depuis toujours, si l'on peut dire, puisque autour de la santé, c'est la qualité de vie de l'habitant. Et donc nos travaux portent notamment sur ces sujets-là. Donc nous avons la chance de pouvoir avoir avec nous aujourd'hui deux experts qui vont chacun dans leur domaine nous parler de ces sujets. Donc le professeur, le docteur Fabien Schinazi, médecin biologiste, ancien directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, président de la commission spécialisée risques liés à l'environnement du Haut Conseil de la Santé publique. Donc Fabien va nous dire quelques mots et je présente également, vous pouvez venir Fabien, je présente également son... Après, bon, alors j'ai présenté Fabien. Fabien, je vous passe le micro, puisqu'en fait, c'est essentiellement vous-même, complètement vous, qui allez animer cette conférence. À vous de parler. Merci. Merci beaucoup et merci pour votre invitation pour parler d'un outil qui a été développé par le Haut Conseil de la Santé publique il y a quelque temps pour un outil qu'on appelle le Domiscore, et qui est un outil qui fait un état des lieux santé du logement, de l'habitat. Alors, comment les choses se sont passées? Dans un premier temps, le directeur général de la santé a demandé de produire un rapport sur les facteurs qui contribuent à un habitat favorable à la santé. Ce rapport, qui est sur le site du Haut Conseil de la Santé publique,
a été publié en janvier 2019. Et à partir de ce rapport, il nous a été demandé de proposer des critères de salubrité permettant de caractériser un logement. Et donc, c'est l'outil Domiscore qui a été développé et que je vais vous présenter. Dans un troisième temps, et c'est ce qui a été fait l'année dernière, c'était de proposer des lignes directrices sur des règles d'hygiène, de salubrité dans les habitations pour modifier le règlement sanitaire départemental type. Merci. Alors, l'outil Domiscore, au départ, c'était un outil que nous voulions développer pour caractériser un habitat selon son impact plus ou moins favorable à la santé et surtout qui pouvait être mis en œuvre par une variété de professionnels qui étaient experts ou non de l'habitat. Et donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, on voulait développer une grille multicritère, un outil de promotion de la santé universel, un outil de repérage qui visait à qualifier globalement l'habitat et surtout un outil simple à utiliser et à comprendre. C'est aussi un outil évolutif car pour l'instant il a été publié mais il peut tout à fait évoluer en fonction des retours d'expérience de l'utilisation de cet outil Domiscore. Alors cet outil Domiscore aussi avait des parties pris, c'est qu'on voulait qualifier un habitat de manière indépendante du comportement et du profil des occupants. Donc c'est un outil qui observe la qualité d'un habitat sans tenir compte des comportements des habitants, qui est un autre aspect. Et l'objectif aussi, c'était face à une multiplicité de facteurs, de problématiques complexes, eh bien de trouver un équilibre entre l'exhaustivité et le nombre raisonnable de variables à remplir. Alors, 46 variables ont été déterminées. Elles ont été classées en 16 thématiques que vous voyez sur cette diapositive. Et je vais vous montrer dans un instant un exemple pour mesurer ce score santé de l'habitat. Vous voyez que les thématiques recouvrent différents types de facteurs comme l'électricité, la qualité de l'air intérieur, le bruit, les nuisibles, l'activité physique et le réseau social de l'environnement proche de l'habitat, la protection physique du bâtiment, la qualité des eaux, les déchets, etc., l'éclairage, donc différentes thématiques qui ont un impact sur la santé des occupants. Alors, pour remplir cette grille que je vais vous présenter, eh bien, on a besoin de 4 types d'informations. Tout d'abord, le recours aux diagnostics réglementaires qui sont faits sur le bâtiment, comme l'amiante, le plomb, l'isolation thermique, l'installation électrique. Le recours à des données en accès libre concernant la pollution atmosphérique, la pollution des sols. L'observation surtout importante de l'habitat et de son environnement quand on va sur place. Et puis, des échanges avec l'occupant pour repérer des situations de nuisances sonores, lumineuses ou l'accès aux services de base. Alors voilà comment se présente la grille. Ici, j'ai pris l'exemple de l'électricité. Le score va de 0 à 3, 0 étant le plus favorable, 3 le plus défavorable, et il y a un code de couleur qui va nous servir ensuite à repérer par thématique le score de cette thématique de manière globale. Donc dans l'électricité, c'est la présence d'une installation électrique ou l'état de l'installation électrique. À chaque fois, il y a donc un code qui est donné, un score à donner pour chacune des variables. Si je prends l'exemple également des conditions thermiques dans l'habitat, eh bien c'est la maîtrise du froid, la maîtrise de la chaleur, l'isolation thermique. Et donc là aussi, vous voyez que pour chacune de ces variables, on va de 0 à 3 en fonction des aménagements qui ont été faits dans l'habitat pour maîtriser le froid ou maîtriser la chaleur ou l'isolation thermique. Donc là, c'est une observation que l'on fait in situ. Par rapport à la qualité de l'intérieur, on vérifie les possibilités d'aération, ça va de 0 à 3,
la ventilation, l'installation de ventilation, la présence d'humidité et de moisissure, également le diagnostic radon, sur lequel on a l'information par rapport à une cartographie, le diagnostic amiante et enfin le monoxyde de carbone, les installations qui peuvent émettre du monoxyde de carbone. Donc à chaque fois, on remplit la grille avec ces scores, donc de 0 à 3. Je continue rapidement sur d'autres thématiques. Ici, c'est l'exposition aux nuisances environnementales dans l'air et le sol. On va regarder les cartes stratégiques de l'air et on va voir si l'habitat est situé dans une zone de pollution atmosphérique, également la présence de pesticides, également la pollution des sols. Pour le bruit, on va demander cette fois-ci aux occupants les nuisances sonores intérieures et extérieures et codées là aussi de 0 à 3. Également pour l'éclairage, on va vérifier les nuisances lumineuses extérieures, mais aussi l'éclairage naturel et artificiel des pièces et l'éclairage de l'accès au logement la nuit. Enfin, pour terminer, dans ce Domiscore, on tient compte à la fois également de l'environnement proche et donc un environnement favorable à l'activité physique et au réseau social, la présence d'espaces verts, d'espaces récréatifs, d'activités culturelles et d'animation, également des voies cyclables ou des voies piétonnes à proximité de l'habitat. Donc, à partir de ces différents éléments, eh bien, on va obtenir un profil de l'habitat en fonction de ce code de couleur que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, chaque thématique a un score et on obtient rapidement une cartographie, un profil de l'habitat en fonction du code couleur. Et donc ici, l'attention est attirée par ces facteurs défavorables à la santé en rouge qui sont présentés ici. Et donc les actions à mener de manière hiérarchisée vont aller vers les facteurs les plus défavorables à la santé pour essayer d'y remédier. Domiscore est également un score donc avec des chiffres et donc on définit pour la thématique verte 0, jaune, orange ou rouge et ici on obtient une note globale de 24 qui est la valeur du Domiscore et on a défini des plages de classe du Domiscore avec un habitat favorable à la santé et au bien-être mais aussi un habitat défavorable à la santé et donc ce score permet aussi d'avoir un état des lieux santé de cet habitat. Alors, cette utilisation du Domiscore, il peut être utilisé après une formation des personnes qui vont utiliser cette grille, par une large gamme d'évaluateurs qui sont habitués à visiter des logements. On a constaté qu'il pouvait y avoir entre 1h30 à 2 heures de temps sur place pour définir ce profil santé de l'habitat. Et ce Domiscore permet de repérer des situations préoccupantes, par exemple de repérage des habitats les plus dégradés dans un parc immobilier. Ça peut être aussi un outil d'interpellation des organismes et autorités compétents par rapport à un signalement d'un facteur défavorable à la santé. Un outil d'aide aussi à une politique de l'habitat et de gestion d'un parc immobilier. Et un outil qui est adaptable, qui n'est pas obligatoire, il n'est pas dans la réglementation, mais il permet d'accéder à une information valide et harmonisée. Alors, dans ce Domiscore, on prend en compte la vulnérabilité de certains occupants et donc on a défini des points de pénalité qui doivent être ajoutés à la variable en fonction de la cotation et des vulnérabilités qui pourraient être constatées dans l'habitat. En conclusion, ce Domiscore, c'est un outil innovant. Il est complémentaire aux autres outils existants, comme les grilles, par exemple, d'insalubrité. Ici, il porte sur la santé des habitants présents dans un habitat, avec donc une prise en compte de la dimension santé et de l'habitat et de son environnement proche, ce qui en fait son originalité. C'est une grille qui permet d'avoir une approche globale de tous les facteurs qui contribuent à un habitat favorable à la santé,
avec des évaluateurs au profil varié qui vont remplir cette grille après une formation. Et donc cette prise en compte également de la vulnérabilité des occupants qui complète, disons, l'outil DomiScore, c'est-à-dire que si on détecte un habitat avec des facteurs qui peuvent agir sur certains occupants vulnérables, le score est dégradé pour cet habitat. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques instants de présentation de cet outil DomiScore, qui est un outil qui est sur le site du Haut Conseil de la Santé publique. La grille est disponible. Vous pouvez l'utiliser vous-même pour tester votre propre logement, mais elle est aussi disponible à toute collectivité qui voudrait connaître l'état, de faire un état des lieux santé de son parc immobilier. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabien. Alors restez en place parce qu'il peut y avoir quelques questions et moi j'en ai quelques-unes. Justement sur l'évolution de cet outil. Bon, d'abord cet outil il a été, on va dire, créé, vous l'avez peut-être dit, mais il y a combien de temps? Il a été créé il y a quelques années, en 2020. Alors il est tombé au moment du Covid, donc ça n'a pas été forcément donc une bonne diffusion à un moment donné où on pensait plus à un virus qu'à l'état de santé d'un habitat. Mais cet outil, c'était un aboutissement des travaux du Haut Conseil. Et donc, depuis 4 ans, il est disponible, il est sur le site. La grille est disponible, il suffit d'aller sur le site internet du Haut Conseil. Et vous pouvez donc reprendre la grille que je vous ai présentée. J'ai montré quelques exemples. Et vous faites vous-même votre score et voir justement ce qu'il faut modifier dans votre habitat pour améliorer la santé des occupants. Et est-ce que cet outil peut être amené à évoluer en fonction de l'évolution des réglementations? Oui, bien sûr, c'est un outil très évolutif. D'ailleurs, il a déjà été utilisé par différentes associations, différentes personnes qui nous ont fait remonter des informations. Nous allons publier prochainement en octobre un article sur le DomiScore avec les retours d'expérience de certaines associations qui l'ont utilisé et qui nous ont fait part de certaines remarques, notamment sur les facteurs de vulnérabilité, sur l'âge des enfants, etc. Donc cet outil devrait évoluer et être modifié en fonction des retours d'expérience, mais aussi en fonction de la réglementation. Alors justement, effectivement, bon, vous le savez, c'est mis en place au début de l'année 2024 un nouveau dispositif, MaPrimeAdapt, qui est destiné à accompagner les gens qui avancent dans l'âge et qui peuvent avoir des difficultés à continuer à habiter chez eux. Est-ce que justement on pourrait imaginer une forme de lien ou finalement de passerelle entre ces outils? Cet outil est totalement disponible et au contraire il peut être utile pour faire un état des lieux, et en plus on peut refaire un état des lieux quelques temps après, quand on a fait évoluer l'habitat, pour voir comment les facteurs ont pu évoluer. L'objectif, c'est d'aller vers des scores les plus faibles, comme vous l'avez vu, pour un habitat favorable à la santé. Voilà, donc ce qu'on peut dire que cet outil quand même original peut évoluer, mais en tout cas servir de base et d'auto-évaluation, facile finalement d'accès, pour préparer finalement une réflexion qui doit être portée ensuite sur l'évolution ou l'adaptation de son habitat, et peut-être justement solliciter les aides qui sont et qui vont être de plus en plus disponibles pour accompagner les propriétaires occupants dans la qualité de vie de leur habitat. Bon, merci beaucoup Fabien. Un outil peu connu, et je vous remercie de m'avoir permis de le présenter aujourd'hui. Merci Fabien, et vous reviendrez parce que effectivement cet outil mérite d'être encore plus connu. Merci Fabien, et vous restez avec nous puisque nous allons maintenant poursuivre. Alors, voilà. Nous allons maintenant accueillir Arnaud Mathieu, chargé de projet à Santé publique France, qui d'une part va se présenter plus en détail, et également va développer la thématique qu'il a prévu dont il a prévu de nous faire état aujourd'hui. Merci, et je vous passe la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Mathieu, je travaille à Santé publique France, à la direction Santé, Environnement et Travail. Et j'ai en charge différents projets, dont de développement de plaidoyer. Et je remercie donc le Club de l'amélioration de l'habitat pour cette invitation et me permettre de plaider la cause de la santé publique dans un monde du bâtiment. Et l'idée donc aujourd'hui, c'est de vous présenter les enjeux des effets de la chaleur sur la santé, et plus particulièrement les rôles des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage du bâti et de l'aménagement du territoire sur ces enjeux de santé publique.
Pour introduire mon propos, je vous présente ici deux illustrations produites par des modélisations de Météo France et qui vous affichent, pour planter le décor, que le changement climatique, c'est une réelle préoccupation s'agissant des vagues de chaleur aussi, puisque les vagues de chaleur d'ici à la fin du siècle seront beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus intenses en degrés C. Elles seront aussi beaucoup plus étendues dans le temps, puisque ce que vous pouvez peut-être voir à l'écran, enfin sur le deuxième graphique, c'est que la petite courbe, là, c'est l'évolution des températures maximales qu'on observe sur la période passée, sur les 30 dernières années du siècle dernier. Et le plus haut, c'est les températures maximales qu'on devrait observer à la fin du siècle. Donc, vous voyez qu'au 1er août, on aura des températures qui seront 7 fois supérieures à ce qu'on peut observer aujourd'hui en termes de température maximale, moyenne. Et les températures du 1er août pourront se retrouver sur mai ou sur octobre. Donc la situation climatique va évoluer défavorablement avec ces augmentations de phénomènes thermiques. La vague de chaleur la plus traumatisante, du moins dans la population française, c'est la... Il y a du secours, ouf. C'est la canicule de 2003. Donc cette canicule a marqué la population, notamment avec son impact grave, avec 15 000 décès associés à cette courte vague de chaleur, la première du genre. Depuis, l'État s'est doté de différents outils. À Santé publique France, on a construit depuis 2004 une surveillance épidémiologique des effets de la chaleur sur la santé. Et en lien avec Météo France, on a créé une carte de niveau de vigilance, donc qui est graduée comme vous le voyez. Vous connaissez ces cartes qui représentent les niveaux de vigilance jusqu'à rouge. Ce qui est important de noter et qui corrobore ce qu'a pu modéliser Météo France, qui se concrétise finalement dans la réalité, c'est que plus on avance dans le temps, plus les épisodes de vigilance de jaune à rouge augmentent, et même depuis 2019, excepté 2021 qui était un peu particulière, on observe désormais des vigilances rouges correspondant au plus haut niveau de préoccupation de prise en charge de la population par rapport à ces vagues de chaleur. Alors, ce que nous a permis d'avoir l'épidémiologie, la surveillance de l'état de santé de la population, si on se concentre sur 2003, 15 000 décès, cette surmortalité, alors quand je dis 15 000 décès, c'est 15 000 décès supérieurs à ce qu'on aurait pu observer. Ce sont des décès qui n'auraient pas dû survenir si la canicule n'était pas survenue. Donc une surmortalité qui s'observait surtout chez les personnes âgées de 75 ans et plus, mais qui avait quand même des effets sur la tranche 45-75. Toute cause de mortalité concernée était associée à différentes pathologies, mais on a pu observer des mortalités associées à de la déshydratation, des hyperthermies, des personnes qui présentaient des pathologies rénales ou respiratoires. Et d'un point de vue géographique, toutes les régions ont été concernées, mais plus massivement l'Île-de-France et le centre, et les cités à forte concentration de bâtis et de population. Les autres impacts sanitaires associés, donc des impacts directs liés au coup de chaleur, des impacts retardés, donc qui arrivent plus tard dans le temps, avec des aggravations de pathologie, une diminution des capacités cognitives, surtout sur la concentration scolaire ou encore la capacité à réaliser des travaux. Et dans les épisodes de canicule beaucoup plus proches de nous, on a pu voir des reports d'examens ou encore des reports d'activités professionnelles, voire des annulations, les périodes caniculaires étant trop élevées et étant en incapacité d'accueillir dans des locaux des populations pour réaliser des examens ou des travaux. Des prématurés et aussi des petits poids de naissance, un impact sur la santé mentale et bien évidemment la mortalité. Donc quand on liste tout cela, on se rend bien compte, enfin je l'espère, que la chaleur, c'est pas seulement une question de confort d'été, c'est pas seulement adapter la température, c'est aussi vraiment protéger la population pour éviter qu'elle n'ait des impacts sur sa santé, pouvant aller jusqu'à des cas graves comme la mort. On a aussi des groupes de population qu'on a identifiés comme plus sensibles à ces effets de température. Les enfants et les personnes âgées, parce qu'ils ont une thermorégulation, physiologiquement, ils arrivent beaucoup moins facilement à lutter contre les effets de la chaleur.
certaines conditions physiques, certaines pathologies ou encore certains traitements médicamenteux ne permettent pas cette régulation et donc ces populations sont beaucoup plus vulnérables aussi à la chaleur. Et la grossesse et le développement fœtal sont marqués par de nombreux changements physiologiques à cause de l'exposition à la chaleur pendant la grossesse. On observe des prématurés, mais aussi des enfants qui naissent avec des tout petits points de naissance ou encore la mort fœtale in utero. Et sans qu'on soit en capacité de dire à quel moment, à quel stade de la grossesse, la période clé provoque ces phénomènes-là. Et les effets in utero pour l'enfant ont des répercussions vie entière avec des séquelles qui sont parfois irrémédiables. Si on va sur la mortalité, donc on a fait une étude pour essayer de voir sur un ensemble de périodes de surveillance de la canicule, donc du 1er juin au 15 septembre de toutes les années entre 2014 et 2023 en France. Et sur l'ensemble de ces périodes, on a recensé 37 000 décès attribués à la chaleur. Parmi ces 37 000 décès, 28% étaient observés pendant les canicules qui, elles, ne représentaient que 6% de la période d'exposition. Vous voyez, un tiers de la population décédée liée à moins de 10% de la période d'exposition. C'est ce que vous avez représenté sur le petit schéma du bas. Depuis 2014, on a observé selon les années, selon l'intensité des vagues de chaleur, entre 1000 et 7000 décès attribués à la chaleur sur ces années. Et les impacts les plus forts, c'est-à-dire les 7000 décès, on les a observés en 2019 et en 2022. Donc sur des périodes qui sont très proches de nous. En termes d'impact, on a observé, comme en 2003, un impact sur les 75 ans et plus. Mais pour 2 tiers d'entre eux, on commence à voir plus d'impact dans les populations plus jeunes, moins âgées, chez les 45-75. Et un effet rapide de la température sur la mortalité, avec un maximum d'effet dans les 3 jours, qui peut aussi perdurer une dizaine de jours plus tard. Ce qui est important dans cette diapositive-là, c'est que quand on compare d'un point de vue géographique la sévérité de la chaleur, donc que vous avez réparti sur la carte de gauche, vous voyez qui sur cette période de l'été 2022, affectait principalement l'ouest et le sud-est du territoire. On voit qu'on ne peut pas superposer la surmortalité relative aux effets de la canicule de la même période, puisque là on voit que la mortalité apparaît du coup, la surmortalité apparaît sur les territoires qui sont plutôt en bordure de Manche et dans l'ouest. Ce qui veut donc dire que, en fait, ce n'est pas forcément une sévérité sur un territoire donné qui fait qu'on voit apparaître des conséquences sur la population, mais certaines populations, comme les populations du Nord, ne sont absolument pas préparées, déjà physiologiquement, parce que n'ont pas l'habitude d'être éprouvées par ces phénomènes, mais aussi parce que le bâti, la manière qu'ils peuvent avoir de se protéger ou de se confiner pour laisser passer la vague de chaleur, ne sont pas adaptés aujourd'hui à lutter contre ces phénomènes. Contrairement aux zones du sud peut-être. L'îlot de chaleur urbain, c'est quelque chose qui est de plus en plus popularisé, va-t-on dire. Par rapport là à ce que vous avez représenté, ce qu'on voit, c'est que en milieu urbain, donc on observe cet îlot de chaleur urbain qui est principalement associé à une minéralisation forte de l'espace et qu'on retrouve dans les zones densément occupées. Sur les 2 cartes là que vous avez de l'Île-de-France, pour la journée du 7 juillet, vous avez la journée donc avec la nuit qui est représentée à gauche. Donc vous avez de représenter dans les graduations rouges les températures extrêmement chaudes. Et donc vous voyez qu'elles sont très concentrées sur Paris et sa proche couronne. Alors que le jour, à cause de l'intensité lumineuse notamment, vous avez des températures extrêmes qui se trouvent pour le coup très réparties sur le grand est et centre de la région francilienne. Et donc on voit bien que le phénomène de densité, de bâti, de minéral défavorise le regain de fraîcheur, donc l'annulation de l'îlot de chaleur. C'est ce qu'on observe sur la proche couronne dans la nuit, alors que dans la grande couronne, vous voyez, ça s'est remédié. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que l'effet d'îlot de chaleur urbain n'est pas forcément spécifique à une zone d'un territoire donné. Ça peut varier en fonction des conditions climatiques. Et du coup, on peut avoir une zone qui, à un temps donné,
présente un phénomène d'îlot de chaleur urbain et qui, un autre temps, avec des conditions autrement défavorables, ne va pas le présenter, pour toutes sortes de raisons associées à la constitution du quartier dans lequel vous observez ça. Et en 2003, on a identifié que le risque de voir apparaître un décès dans la population était 2 à 3 fois plus élevé dans les zones où la température nocturne ne parvenait pas à diminuer. Alors, pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, une des solutions qui est proposée, c'est la végétalisation des espaces. Donc la végétalisation, c'est intéressant puisque d'un point de vue sanitaire, ça a plusieurs vertus, pas que sur la chaleur. Ça favorise le lien social, ça permet aussi parce que ça favorise le contact entre les personnes, par exemple. Mais pour cela, il faut assurer une végétalisation saine qui dure dans le temps, qui n'est pas agressée elle-même par les conditions thermiques. Et puis une végétalisation qui n'entraîne pas d'autres effets collatéraux sur la santé, comme par exemple la pollinisation ou autre. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit correctement. Mais le sujet par rapport à la chaleur, c'est que les populations qui vivent dans les zones végétalisées ont finalement plus de chances de s'adapter face aux effets de la température. Et dans la petite courbe du bas, alors peut-être trop petite, mais vous avez donc cette évolution. Donc vous allez de comparer en bleu des zones où vous avez peu de végétaux versus peu d'arbres, versus en vert des territoires où vous avez des arbres, du moins plus que dans les zones bleues. Et quand on compare ces deux courbes, donc vous avez l'évolution en abscisse, vous avez l'évolution de la température, et en ordonnée, vous avez le taux de mortalité. Lorsque vous avez la température qui évolue, vous voyez que les deux courbes sont superposées les unes aux autres. Quelle que soit la couverture des territoires, on voit que la mortalité n'est pas influencée. En revanche, en augmentant d'un seul degré C, voire 2, on a une augmentation exponentielle du taux de décès. Et on voit quand même qu'il y a un écartement qui s'opère entre la zone bleue, pour rappel, moins arborée que la zone verte, ce qui laisse à penser que la zone verte protège plus la santé des effets de la température avec un couvert végétal. On voit un écart de 7%. Cependant, cette végétalisation est une solution, mais ce n'est pas la solution, puisqu'on voit que malgré tout, il y a ce fléchissement brutal du taux de mortalité qui apparaît. Alors, la température, on parle beaucoup de température extérieure. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans nos travaux, on a du mal à utiliser des modélisations de la température intérieure, parce qu'elle dépend de différents facteurs, notamment par l'occupant lui-même. Donc c'est très compliqué de recueillir ces valeurs de température qui exposent l'individu lorsqu'il est chez lui. Généralement, on travaille avec des températures extérieures. Donc c'est le proxy qu'on utilise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, la population, on l'invite, lors des fortes chaleurs, à se confiner chez elle. Fermez les volets, fermez les fenêtres, restez chez vous tant que la fraîcheur ne revient pas, et ensuite vous rouvrez. On donne ces consignes-là, sachant que, autrement, la population occupe beaucoup plus l'espace intérieur que l'espace extérieur. Et du coup, la température intérieure devient un facteur très important à considérer dans sa valeur, dans ce qu'elle représente, parce que, finalement, c'est elle qui a un impact sur la santé des populations. Si un bâtiment est mal isolé, et que la chaleur rentre malgré toutes les précautions prises par l'individu qui l'occupe, on va avoir la température intérieure qui parfois est plus concentrée, plus chaude que la température extérieure. Ce qui s'est passé en 2003 avec les populations qui vivaient sous les toits, où on avait 4 fois plus de décès dans les populations qui vivaient sous les toits que dans les populations qui vivaient ailleurs que sous les toits. Pour conclure, je pense que vous l'aurez compris, tout le monde est vulnérable à la chaleur. C'est pas plus une affaire des personnes dans les EHPAD qui, hier, en effet, n'avaient pas de ventilateur et, fort de la canicule 2003, on a équipé les établissements de pièces réfrigérées, de ventilateurs, etc. Aujourd'hui, des comportements se sont installés, heureusement. Ils sont perfectibles, il faut continuer d'apprendre. Le sujet aussi, c'est qu'une même personne peut avoir des vulnérabilités variables dans le temps. Vous, moi, aujourd'hui, on peut très bien se porter et subir la chaleur, et demain, pas du tout, parce que voilà, un phénomène XY qui fait qu'on va être plus vulnérable qu'hier et demain à la chaleur. Du coup, ce sont des facteurs qu'il faut intégrer. Et du coup, au-delà des actions que chacun peut avoir individuellement, pour soi-même, pour les autres,
au-delà de tous les messages de prévention et de protection que l'on peut donner, il est important que, et j'entendais ça à l'intervention tout à l'heure, la maison résiliente, il est important que le bâti tienne compte de ces sujets-là et que demain, on construise, on rénove, on réhabilite, enfin vous voyez tous les termes qu'on peut mettre dessus. En tous les cas, dans la manière de penser le logement de demain, on tienne compte de ces agressions thermiques extérieures. Alors certes froide, on a fait beaucoup de choses, hein, mais chaude, on n'y est pas. Vu le scénario que nous prévoit Météo France, enfin les scénarios que nous prévoit Météo France, quel qu'il soit, hein, quel que soit le plus 2, plus 4 degrés C à quelle que soit l'échéance, 2030, 2050, 2100, c'est demain. Et en fait, ces phénomènes vont se continuer à se poursuivre. Quand aujourd'hui, on a dans les zones du Sud des situations où on ne descend pas pendant 10 jours à moins de 29 degrés C, et qu'on dit réouvrez vos fenêtres, ça va rafraîchir, à 29, on ne rafraîchit rien. Donc il est nécessaire de penser à des solutions qui soient intrinsèques au bâti. Et donc chaque maître d'œuvre ou maître d'ouvrage a un rôle de santé publique à jouer dans sa définition de projet. Et pour tout ça, ils ne sont pas tout seuls, ils devraient même travailler tous ensemble. Vous avez l'école des hautes études de santé publique, le HESP, qui a défini un ouvrage très complet sur comment faire tous ensemble de l'urbanisme favorable à la santé. Le CSTB aussi et l'ADEME donnent des recommandations. Vous avez une réglementation alors très axée sur le bâti neuf, mais sur la réhabilitation, des choses qui peuvent s'épouser aussi là-dessus. Enfin bref, il y a tout un ensemble de données et d'informations qui sont actuellement disponibles. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire techniquement on n'y est pas encore, il faut attendre que le demi-score soit associé je ne sais trop quoi. C'est important qu'on s'y mette tout de suite parce qu'un bâtiment, généralement quand il est construit, c'est pour durer 30, 50 ans. Donc difficilement réhabilitable aussitôt qu'il sort de terre. Et pour les réhabilitations, au-delà de la préservation des agressions thermiques extrêmement froides, il est nécessaire de les penser aussi sur l'extrêmement chaud. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Alors, on a encore un petit moment pour discuter, débattre. Bon, vous l'avez dit Arnaud, le 6e rapport du GIEC ne laisse évidemment aucun doute sur le fait que la température va continuer à croître, générant effectivement un certain nombre de risques. Alors autant dans l'habitat neuf avec des réglementations comme la RE 2020, on arrive mieux à se prémunir d'un risque, mais vous le savez, il y a 30 millions de logements qui existent en France, donc quelles pourraient être les recommandations en termes de praticité, en termes de technique, qui pourraient être faites en partant des recommandations qui peuvent être simples, immédiates, à des recommandations plus élaborées. Je précise tout de suite que la tentation qui est celle de climatiser, de mettre en place de la thermodynamique peut être effectivement une solution simple, mais on sait aussi qu'elle comporte ce qu'on peut appeler des externalités négatives, c'est-à-dire des effets négatifs, et qu'il faut savoir doser toutes ces solutions techniques avec du bon sens, de l'intelligence technique. Voilà. Donc, votre sentiment là-dessus, Arnaud? Alors, je ne suis pas un spécialiste du bâtiment, hein, vous l'aurez compris, un spécialiste de la santé, déjà, c'est pas mal. Alors, je pense qu'il faut voir, enfin, c'est une collaboration entre tous, c'est-à-dire personne n'a la réponse unique, et je pense, un peu comme tout à l'heure avec ce que je démontrais avec la végétalisation, il n'y a pas une solution unique, mais bien un faisceau de solutions, un paquet de solutions à appliquer tout ensemble pour arriver à rafraîchir les logements, pour arriver à supporter ces épisodes de vagues de chaleur. Je me suis intéressé à l'architecture avec tous les travaux qu'on peut faire, notamment il y a un livre de Philippe Ram, l'histoire naturelle de l'architecture, qui parle justement historiquement dans les pays très chauds, il y a des solutions qui ont été trouvées depuis le Moyen-Âge au moins pour arriver à rafraîchir. Donc alors là vous connaissez sûrement mieux, mais tout ce qui est maison palladienne, etc. Et on voit que finalement il y a des solutions techniques qui existent, mais qui nécessitent des grosses infrastructures, des gros bouleversements, même dans les codes qu'on peut avoir sous nos latitudes, on va dire, en plus de la considération de tous ces enjeux. Donc la solution technique, moi je ne l'ai pas. En effet, la climatisation est très décriée, parce que certes, elle peut donner un confort individuel, mais d'un point de vue inégalité sociale de santé, il faut être en capacité de pouvoir acheter la climatisation. Une fois que vous avez acheté le moteur, il faut être en capacité de payer les factures, et c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, donc ça va créer des inégalités. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit le bâtiment qui intrinsèquement propose des solutions,
pas basé sur des systèmes carbonés, etc., mais essayer de faire des choses qui soient plus raisonnées, notamment en tenant compte de l'environnement local aussi. Peut-être qu'il y a des fois, on a installé des bâtiments ou autres dans des zones qui n'étaient pas en capacité de les accueillir. Donc là, tout ça, c'est des grosses considérations à avoir pour ceux qui sont dans le domaine. Et d'un point de vue santé, inviter les acteurs des agences régionales de santé, inviter les acteurs de Santé publique France, pourquoi pas, pour partager les discussions, partager les données disponibles ou autres, inviter les médecins du coin aussi par rapport à ce qu'ils connaissent de la population. En tous les cas, pour faire rentrer la santé dans le sujet de conception ou de réhabilitation ou autre, de tous les projets, il faut parler à des vrais acteurs de santé. Merci. Alors ça porte d'ailleurs aussi sur d'autres bâtiments que le résidentiel, puisqu'on en parlait ce matin dans différentes conférences. Il y a par exemple tous les sujets des écoles. Il y a un vaste programme qui s'appelle EduRénov qui vise évidemment à transformer 40 000 établissements scolaires en améliorant là aussi la qualité de vie face au changement de climat et à l'évolution des températures. Donc c'est un sujet qui concerne l'intégralité du bâti. Alors peut-être avez-vous des questions ou des remarques ou des recommandations. Précisons que tout ce que vous avez vu ici, d'une part, est fournissable sur demande. Caroline qui est ici peut prendre des demandes. Et puis également le site internet du Club de l'amélioration de l'habitat, accessible. Caroline mettra en place cette présentation. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est quelque chose que vous pourrez vous procurer. Est-ce qu'il y a des questions, des recommandations par rapport à tout ce qui vous a été dit? Ça vous semble clair? Bon, de bon niveau. Bon, bah écoutez, on va vous remercier. Finalement, au fil des discussions, la salle s'est étoffée. Ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup de votre attention, de votre intérêt sur ce sujet. Merci à nos deux intervenants. Merci à vous. Donc Fabien Schinazi et Arnaud Mathieu, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Et nous vous disons à très bientôt. Merci encore.